Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du cancer du sein. Le cancer du sein va toucher un très grand nombre de femmes au Canada. Commençons par quelques petites statistiques pour établir la chose. En 2020, donc cette année, on estime que 27 400 femmes recevront un diagnostic de cancer du sein. C'est 5 100 femmes qui en décéderont, en fait, du cancer du sein, ce qui représente environ 13% de tous les décès par cancer chez la femme. Euh, Chaque jour, qu'est-ce que ça peut représenter chaque jour, en fait, au Canada? On dit que 75 Canadiennes à tous les jours vont recevoir un diagnostic de cancer du sein et 14 Canadiennes à tous les jours vont en décéder. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important en santé humaine qui touche beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup de familles, en fait, et d'amis. Donc, prenons quelques moments pour en parler. Les hommes aussi sont bien sûr touchés, mais de façon beaucoup moindre. C'est quand même très rare. On parle de 240 cas de cancer du sein chez l'homme pour tout le Canada et 55 décès, en fait, qui sont prévus en 2020. Je suis Éric Simard, je suis un chercheur dans le domaine du vieillissement. Je suis l'auteur de 4 livres sur la longévité en santé avec 11 autres professionnels de la santé. Je suis un membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres et je suis bien sûr le président de l'entreprise Idon Technologies qui commercialise des produits Vitoli. Euh, Aujourd'hui, 5 choses que vous devez savoir sur le cancer du sein. Je vais vous parler de 5 facettes en particulier. Premièrement, on va démystifier un peu qu'est-ce que c'est qu'un cancer. Deuxièmement, l'incidence du cancer du sein par rapport aux autres cancers, si on le regarde à l'échelle internationale. Les facteurs de risque, bien sûr. Je vais parler particulièrement de l'hormonothérapie substitutive et je vais terminer avec la réduction des risques. Bien sûr, ce que je préfère parler, c'est toujours de la prévention. Premièrement, qu'est-ce que le cancer? Qu'est-ce que c'est que le cancer? Définissons donc quelques termes. Une tumeur n'est pas nécessairement un cancer. Vous savez, ça aide à comprendre en fait le processus d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une tumeur. Une tumeur va être une excroissance de tissus biologiques, donc de cellules qui vont causer une masse qui habituellement est sans inflammation, qui va être disproportionnée. Donc, c'est une excroissance, c'est une surproduction de cellules qui va causer une masse. Par exemple, en fait, une verrue, un grain de beauté, ou encore un kyste, ce sont des tumeurs. Ce sont ce que l'on appelle des tumeurs bénignes. Lorsqu'une tumeur, en fait, va contenir des cellules cancéreuses, donc lorsque les cellules vont être cancéreuses, on va parler de tumeurs malignes. Et lorsque c'est des cellules normales, on va parler donc de tumeurs bénignes. Euh, Pourquoi est-ce que ça existe, en fait? Qu'est-ce qui est la cause, en tant que telle, du cancer de façon biologique? Donc, il y a plusieurs causes, on va y revenir tout à l'heure, mais avant tout, pour comprendre le processus, il faut savoir que ça vient, entre autres, du fait que toutes les cellules du corps humain sont capables de développer tout type d'organes ou de tissus du corps humain. Donc, initialement, vous savez, à la croissance même de tout organisme, de tout mammifère, on a donc un spermatozoïde qui va féconder un ovule, qui va nous donner la première cellule qui, elle, va donner toutes les cellules du corps humain. C'est donc dire, en fait, que toutes les cellules du corps humain ont la capacité de développer, en fait, tout type de tissu. Généralement, ce qui va faire en sorte, donc, que, par exemple, on va avoir les sourcils au-dessus des yeux, au lieu de les avoir en plein milieu du dos, c'est une capacité extraordinaire des cellules du corps humain de se différencier, de reconnaître le tissu, les cellules apparentées avoisinantes, euh, de façon en fait à comprendre le rôle qu'elles vont jouer dans l'organisme et à développer un certain type de cellules en particulier. Donc, ce qui va amener les cellules à se différencier pour donner entre autres des cellules du foie, des cellules des reins, ou encore comme par exemple des cellules neuronales pour le cerveau. Donc, cette capacité-là des cellules à se différencier, ça va très bien tant que les cellules comprennent leur rôle dans l'organisme. Malheureusement, dans le cas du cancer, ce qui arrive, c'est que on a des cellules qui, pour toutes sortes de raisons, ne comprendront plus le rôle qu'elles ont à jouer et vont commencer à se diviser de façon désordonnée. Euh, donc, les raisons pour lesquelles elles vont se différencier de façon désordonnée, il y en a plusieurs. Mais notons entre autres donc l'usure, tout simplement, donc le vieillissement aussi, en très grande partie, les mutations à l'ADN, la toxicité de certains produits chimiques ou encore des médicaments, des problèmes métaboliques qui nuisent au fonctionnement cellulaire, de l'inflammation, l'incapacité du système immunitaire de détruire les cellules endommagées ou encore des prédispositions génétiques. Donc, il peut y avoir plusieurs causes sous-jacentes à un cancer. Ce qu'il faut comprendre avant tout aussi, c'est qu'il faut que les cellules cancéreuses, pour être capables de se diviser,
échappent au système de surveillance. On a deux grands systèmes de surveillance dans le corps humain concernant le cancer. Il y a des systèmes intracellulaires en tant que tels. Donc, quand une cellule commence à mal fonctionner, elle a des systèmes d'autodestruction qui vont causer de la mort cellulaire, ce que l'on appelle l'apoptose. Donc, la grande majorité, dans le fond, des cancers qui vont apparaître dans le corps humain vont être éliminés de deux façons. Donc, par les deux systèmes de surveillance, soit par les systèmes intracellulaires qui vont causer de l'apoptose, les cellules vont mourir, ou soit encore par le système immunitaire qui va identifier, en fait, reconnaître une cellule anormale et qui va la détruire. Donc, pour qu'un cancer puisse apparaître, il faut déjà que le cancer aussi soit capable de contourner si vous voulez, ces systèmes de surveillance-là. C'est sûr que du côté du système immunitaire, si on a quelque chose qui vient affaisser son efficacité, ben là, c'est possible en fait qu'on échappe tout simplement des cellules anormales et là, qu'il apparaisse un cancer. Donc, ça permet de comprendre un peu mieux le processus. Peut-être deux autres termes, en fait, qu'on entend souvent parler, le cas des métastases et des tumeurs primaires ou secondaires. Donc, un cancer peut être localisé tout simplement dans un secteur et il peut se déplacer via, en fait, le transport des cellules dans la circulation sanguine ou encore au niveau de la circulation lymphatique. Donc, c'est des cellules qui vont avoir la capacité donc, de se déplacer, qu'on va appeler des métastases, qui peuvent donc partir d'une première tumeur qui, elle, on va l'appeler la tumeur primaire, et aller s'installer ailleurs dans le corps humain, ce qu'on va appeler donc des tumeurs secondaires. Donc, ceci étant dit, regardons un peu la question de l'incidence du cancer du sein par rapport aux autres cancers, si vous voulez avoir une idée un peu plus juste. L'Organisation mondiale de la santé nous rapporte les données mondiales pour 2015 au niveau de différents types de cancers. On parle le plus important étant le cancer du poumon avec 1 690 000 décès. Le cancer du foie, 788 000 décès. Le cancer colorectal avec 774 000 décès. Le cancer de l'estomac, 754 000 décès par année. Et le cancer du sein avec 571 000 décès. Donc, qui sont principalement des femmes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, c'est bien connu qu'il va y avoir des facteurs de risque qui sont communs à l'ensemble des cancers, comme par exemple le tabagisme. Mais je vais vous parler un peu plus en particulier, justement, des facteurs de risque du cancer du sein en tant que tel. Premièrement, avoir déjà eu un cancer. Donc, un des facteurs de risque importants, c'est la récurrence, tout simplement, au niveau du cancer du sein. C'est donc d'avoir déjà eu un diagnostic de cancer du sein. Avoir les seins denses. Donc, il y a des femmes qui ont les seins denses, en fait, dû à une plus grande présence de tissu conjonctif à l'intérieur du sein. Ça augmente les risques de cancer du sein parce que ça nuit, en fait, à certains fonctionnements physiologiques. La consommation d'alcool en étant très important. J'en parle souvent de l'alcool. On parle de 2 consommations pour un homme, 1 consommation par jour pour la femme. Ça peut être bénéfique pour la santé, mais plus que ça augmente le risque de 8 types de cancers différents, dont le cancer du sein. L'obésité, donc le surpoids, le travail de nuit. Et oui, il y a des études au cours des dernières années qui ont démontré une influence du travail de nuit sur l'incidence du cancer du sein. C'est préoccupant. Il y a des hypothèses que ce serait relié, entre autres, à un effet bénéfique de la mélatonine. Donc, les gens qui travaillent de nuit auraient des déphasages dans les cycles biologiques qui causeraient une moins grande production de la mélatonine qu'à la normale et qui pourraient expliquer une plus grande incidence du cancer du sein. Donc, ça pourrait être une idée en passant pour les femmes qui travaillent de nuit ou travaillent sur des chiffres qu'on appelle, d'utiliser la mélatonine pour essayer de recaser, en fait, remettre en place le cycle habituel biologique, en fait, qui vient avec la nuit. Ceci dit, les problèmes de sommeil aussi vont augmenter les risques de cancer du sein, les contraceptifs oraux, les antécédents familiaux. Ici, dans l'antécédent familial, on a toujours 2 grandes facettes. La culture de la famille en tant que telle, parce que souvent les enfants vont avoir les mêmes genres d'habitudes de vie qu'avaient les parents. Mais de l'autre côté aussi, il y a la génétique. Et la génétique en particulier serait impliquée dans 5 à 10 des cas de cancer du sein. Donc, ce n'est pas quand même là, ce n'est pas la majorité des cas. Il faut savoir cependant qu'il y a quand même des cas très bien documentés. Les 2 mutations les plus connues sont sûrement le BRCA1 et BRCA2, qui vont augmenter de 85 et plus les risques de cancer du sein. Donc, c'est possible ici aussi de se faire tester. Ça prend des raisons importantes, cependant, pour faire le test. Donc, souvent, en fait, ça va être des incidences familiales dans la famille apparentée, la famille proche. Et un dernier point, donc, l'utilisation de l'hormonothérapie substitutive, qui va être aussi mon 4e point. Donc, je vais vous en parler un petit peu parce que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui a beaucoup changé au cours des dernières années.
Parce qu'au cours des années 80, au cours des années 2000, il y a eu beaucoup de cas de cancer du sein, des augmentations carrément de cancer du sein et de l'incidence qui ont été reliées à l'usage de l'hormonothérapie substitutive. Donc, il faut savoir que ça va varier en fonction du type de traitement qui va être utilisé. Donc, certains traitements vont utiliser une seule hormone, certains traitements vont utiliser deux hormones, et certains traitements aussi maintenant qui vont utiliser ce qu'on appelle des hormones bioidentiques. Honnêtement, c'est très compliqué. Il y a bien sûr des risques de relier et ça dépend en fait du type de traitement qui va être utilisé, comme j'ai mentionné. Moi, j'aimerais ici vous souligner deux choses, premièrement, qui peuvent porter à réflexion. Un, la Société canadienne du cancer. Écoutez, je vais vous lire tout simplement l'énoncé. La Société canadienne du cancer recommande aux femmes d'éviter de recourir à l'hormonothérapie substitutive pour toute raison autre que le traitement des symptômes graves de la ménopause qu'aucun autre traitement n'a pu soulager. Qu'aucun autre traitement n'a pu soulager. Donc, on va y revenir ici tout à l'heure. Il y a des approches naturelles, entre autres Vitaly Ménopause, qui fonctionnent très bien, donc qui peuvent être une alternative là, à utiliser l'hormonothérapie substitutive. D'un autre côté, donc, le deuxième point que je voulais vous mentionner, c'est qu'il y a une étude récente qui a conclu que l'hormonothérapie augmentait les risques de cancer du sein, même après l'arrêt de l'hormonothérapie substitutive. Et en fait, l'étude a montré aussi que le risque commence dès la première année, et non pas juste après 5 ans. Donc, c'est qu'entre la première et la cinquième année, le risque est relativement faible et il devient beaucoup plus significatif après 5 ans, de 5 ans à 10 ans, donc ce qui était déjà connu auparavant. Ici, l'étude a porté sur 108 647 femmes atteintes de cancer du sein à partir de 58 études épidémiologiques. Donc, c'est quand même une très vaste étude qui a démontré très récemment encore des augmentations liées à l'utilisation de l'hormonothérapie substitutive. Ceci étant dit, moi, mon point, en fait, que je voulais vous apporter sur la monothérapie substitutive, c'est qu'il est vrai qu'actuellement, les nouvelles approches qui utilisent, entre autres, les hormones bioidentiques seraient beaucoup moins risquées. Dépendent aussi, en fait, de la dose, du type de traitement, en fait, qui est apporté. Mais une chose est sûre, il y a quand même un risque, en fait, il y a quand même un risque qui peut peut-être être évité si on considère d'autres approches pour réduire les symptômes de la ménopause, comme par exemple l'activité physique, l'alimentation, ou encore certains produits de santé naturelle de qualité, comme Vitaly Ménopause. Donc, je vais y revenir un peu tout à l'heure, en fait, à l'alimentation. Je vais vous reparler de la question du soya, entre autres, dans la réduction des risques. Donc, ça m'amène à vous parler, donc, de la réduction des risques du cancer du sein. Euh, un premier point qui est facile, tout simplement, à mentionner, c'est que ça va de soi que si on est capable de réduire les facteurs de risque que j'ai mentionnés tout à l'heure, donc réduire leur impact ou réduire leur intensité, réduire leur présence, tout simplement, c'est la première chose à faire. Deuxièmement, les saines habitudes de vie ont toutes en fait des applications au niveau des impacts au niveau des risques de cancer du sein, au niveau des cancers de façon générale. Ici, retenez une chose, c'est que avant tout, il faut considérer d'être bon dans l'ensemble des saines habitudes de vie, d'être excellent dans une seule des facettes et de ne pas être bon dans les autres. On passe à côté de la majorité du bénéfice. Et je vais vous donner un exemple fort simple qu'on aurait tendance à oublier au niveau des saines habitudes de vie. Il y a une étude qui avait rapporté que les femmes qui ont un grand cercle d'amis auraient 4 fois plus de chances de survie d'un cancer du sein qu'une femme vivant seule, une femme isolée. Donc, c'est l'impact de la vie sociale de qualité. Donc, il faut garder à l'idée que dans les saines habitudes de vie, il y a beaucoup de facettes à considérer. Je vous invite à consulter, bien sûr, le blog de Vitaly, dans lequel vous pouvez bénéficier des articles écrits par plus de 15 professionnels de la santé. Et c'est bien sûr gratuit. Donc, il y a un très grand nombre d'articles sur le blog de Vitaly qui sont déjà présents. Donc, maintenant, si on y va un peu plus sur l'alimentation, un point que je voulais vous souligner qui est quand même fort intéressant, qui a été mis en lumière au cours des dernières années, c'est le cas des flavonoïdes de soya. Il y a eu longtemps en fait un flou sur les flavonoïdes de soya. Il y avait des craintes par rapport au risque, en fait, que le soya serait relié à l'augmentation des risques de cancer du sein. C'était dû à des travaux en laboratoire qui avaient montré des stimulations de la croissance de cellules cancéreuses dans des plots de pétri en laboratoire. D'un autre côté, on voyait, en fait, dans les populations humaines, comme les populations des femmes asiatiques, qu'il y avait une baisse, une réduction, en fait, des risques de cancer du sein dans certaines populations. On pensait que c'était associé à la population en particulier. Donc, les études des dernières années ont montré qu'il y a réellement un effet bénéfique sur la réduction des risques de cancer du sein
par les isoflavones de soya. Et la différence, en fait, serait reliée à une mauvaise compréhension de la façon dont les flavonoïdes de soya vont agir sur des récepteurs estrogéniques ou sur le récepteur des estrogènes, soit par le fait qu'il y a deux types de récepteurs différents, ou aussi par le fait, en fait, les isoflavones de soya compétitionneraient pour le récepteur contre, en fait, les hormones, ce qui amènerait un impact qui serait un peu un impact similaire à des médicaments qui sont utilisés pour réduire les problèmes hormonaux dans les cancers hormonodépendants, comme par exemple avec le tamoxifène. Donc, ce serait un effet qui pourrait être bénéfique à plusieurs points de vue. Les études ont même montré que chez des femmes diagnostiquées avec des cancers du sein, il y a une réduction des risques de mortalité, tout type de mortalité confondue, qui est reliée à la consommation d'isoflavones de soya de façon générale, et aussi, en fait, une augmentation de densité osseuse. Donc, c'est fort intéressant. Ceci dit, un dernier point pour aujourd'hui, en fait, au niveau aussi des saines habitudes de vie, gardez à l'idée que toutes les saines habitudes de vie qui peuvent réduire les risques de cancer du sein, réduire l'incidence, sont aussi vos meilleurs alliés en cas de diagnostic. Et je vais juste vous souligner un point, ça fait réfléchir beaucoup. Une revue systématique de la littérature scientifique, autrement dit, c'est une revue de littérature qui a considéré toutes les études de qualité qui ont été publiées, conclut récemment, suite à 18 études, donc sur la base de 18 études publiées, que l'activité physique réduisait la mortalité suite à un diagnostic de cancer du sein. Et deux études ont démontré aussi la réduction de la récurrence du cancer. Donc, l'activité physique est fort intéressant comme outil si jamais vous avez à combattre en fait un cancer du sein, mais c'est le cas aussi pour l'ensemble des saines habitudes de vie. Donc, sur ça, écoutez, j'espère que ça va vous être utile. Ça me fait toujours plaisir aussi de répondre à vos questions sur les réseaux sociaux ou encore les questions qui me sont envoyées par courriel à info@commercialvitoli.ca. Et sur ça, ben, je vous dis à la prochaine. Bonne fin de journée.